Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où pouvait aller la cruauté humaine lorsque le pouvoir est entre les mains d'un individu sans scrupules? Imaginez un empire si vaste et oppressif que la vie d'une personne peut être réduite au simple caprice d'un tyran. Un empire où les frontières entre le réel et l'inimaginable s'estompent, où la méchanceté n'est plus seulement une possibilité, mais devient un spectacle public. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire qui défie les limites de l'imagination. Un jeune homme qui, séduit par la beauté et la renommée de Rome, n'aurait jamais pu imaginer que sa vie serait marquée par l'une des plus grandes atrocités de l'histoire impériale. Voici l'histoire de Sporus, un jeune Romain qui avait tout ce qu'il pouvait désirer, une famille respectée, une vie confortable et un avenir brillant devant lui. Mais le destin a des façons cruelles de renverser la situation. La beauté de Sporus, admirée de tous, a fini par être sa plus grande malédiction. Une malédiction qui l'entraînerait au cœur de l'un des empires les plus décadents de l'histoire, où le désir et l'obsession d'un empereur transformèrent sa vie en un cauchemar sans fin. Pouvez-vous imaginer l'angoisse d'être traqué non pas pour vos capacités ou vos compétences, mais pour votre apparence? Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait d'être réduit à un objet de désir pour une personne si puissante, au point de perdre votre propre identité? Néron, l'empereur le plus redouté et le plus détesté de tous, ne voyait pas en Sporus seulement un beau jeune homme, mais un moyen de garder vivant le souvenir de sa femme, l'impératrice Poppée, qui était morte de manière brutale. Ce qui pourrait être une histoire de vengeance et de perte se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond et sombre. Néron, dans son obsession, ne voulait pas seulement un substitut à Poppée, il voulait quelque chose qui transcende la mort. Mais on peut se demander jusqu'où va l'esprit d'un homme lorsqu'il croit avoir le pouvoir absolu? Comment manipule-t-il la réalité et déforme-t-il l'humanité pour que ses désirs les plus malsains deviennent réalité? Et le plus troublant de tout, qu'advient-il de l'âme d'une victime lorsque le pouvoir d'un empereur est en jeu? Préparez-vous à découvrir une histoire vraie qui révèle le véritable visage du pouvoir absolu. Une histoire de douleur, de destruction et surtout de résistance humaine. Comment le jeune Sporus a-t-il réussi à résister à un destin aussi cruel? Que se passe-t-il lorsque l'esprit humain est contraint d'affronter un cauchemar quotidien sans fin? Sporus n'était pas seulement une victime, c'était une âme brisée, luttant chaque jour pour survivre. Mais jusqu'où pouvait-il aller pour conserver son humanité? Le parcours de Sporus est l'un des plus troublants de l'histoire romaine. Vous ne verrez plus jamais le pouvoir de la même manière après avoir découvert l'histoire complète de ce jeune homme et l'impact dévastateur de la tyrannie de Néron. Mais qu'est-il arrivé à Sporus dans les jours qui ont suivi sa capture? Quelle a été la transformation finale que l'empereur a apportée à sa vie? Imaginez un instant l'impact qu'un simple regard peut avoir sur notre vie. Combien de fois ne nous sentons-nous pas prisonniers des attentes des autres ou d'un monde qui nous regarde à travers un prisme déformant, attendant de nous que nous soyons quelque chose que nous ne sommes pas? Sporus, le jeune Romain, était prisonnier de sa propre beauté, et cette prison lui était imposée non seulement par Néron, mais aussi par le système et les normes de la société romaine, qui considéraient la valeur humaine comme liée à quelque chose d'aussi éphémère que l'apparence physique. Et nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir. Ne sommes-nous pas tous, à un certain niveau, prisonniers de quelque chose de similaire dans notre vie quotidienne? Sporus n'était pas seulement une victime du pouvoir de Néron, il était le reflet de nous tous dans un système qui nous place constamment dans des situations où notre identité est façonnée par le regard des autres. Regardez la société moderne, où nous sommes quotidiennement bombardés par des normes de beauté, de réussite et d'acceptation sociale. Comment nous sentons-nous lorsque nous ne répondons pas à ces normes? Combien d'entre nous, au fil des ans, se sont retrouvés à perdre une partie de leur identité en essayant de répondre à ce que l'on attendait d'eux? Vous êtes-vous déjà senti comme Sporus, contraint d'incarner une identité qui n'était pas la vôtre? Combien de fois avez-vous été poussé à être quelqu'un que les autres attendaient de vous, que ce soit dans votre carrière, dans vos relations familiales, ou même dans le contexte social? La différence est que, si notre société nous limite souvent au point de nous faire sentir inférieurs ou insuffisants, nous ne vivons pas sous la tyrannie d'un empereur. Mais la question demeure, que se passe-t-il lorsque le pouvoir d'une figure, qu'elle soit familiale, sociale ou professionnelle, tente de nous modeler à son image et à sa ressemblance? L'expérience de Sporus révèle le côté le plus sombre de cette dynamique. Néron n'a pas seulement violé son corps, il a détruit son identité. Le jeune homme n'avait pas le choix. Son essence a été déchirée au nom du fantasme de l'empereur.
Et cela nous amène à nous demander combien d'entre nous, sans s'en rendre compte, subissons des processus de castration psychologique. La castration, dans ce contexte, n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Combien de fois avons-nous été contraints de réprimer nos émotions, nos désirs, et même notre propre vérité pour répondre aux attentes des autres? Ce que Néron a fait à Sporus est un reflet amplifié de la violence que nous subissons souvent dans notre propre silence et notre solitude. En chacun de nous, il y a un petit Néron et aussi un petit Sporus. Le Néron en nous est celui qui nous impose des exigences, qui nous demande une perfection impossible. Et le Sporus est notre partie vulnérable qui, par peur ou par insécurité, se soumet à cette tyrannie interne. Et ce qui est encore plus complexe, c'est que, dans de nombreux cas, cette domination ne vient pas d'une autorité extérieure, mais de nous-mêmes, alimentée par nos insécurités, nos peurs, et par un monde qui nous dit que nous ne sommes valables que si nous atteignons certains standards. En 2025, dans un monde plein de distractions et de pression, il est facile de se perdre dans ce tourbillon. Comment pouvons-nous alors nous libérer de cette prison? Que faire lorsque l'obsession de l'autre et le désir d'appartenance nous consument au point de laisser notre essence derrière nous? La réponse consiste à apprendre à écouter notre propre voix, à renouer avec ce qui nous rend véritablement humains et à comprendre que la véritable liberté vient de l'acceptation de ce que nous sommes, sans fioriture, sans masque. L'histoire de Sporus est douloureuse, mais aussi profondément humaine. Elle nous rappelle à quel point il est essentiel de préserver notre essence, notre identité et notre liberté intérieure, même lorsque le monde semble vouloir les modeler d'une manière qui ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment. La douleur de Sporus nous met en garde contre ce qui se passe lorsque nous perdons le contrôle de nos propres choix et lorsque nous nous laissons perdre dans un monde qui nous impose constamment une version idéalisée de ce que nous devrions être. Maintenant, si vous vous demandez encore ce que Sporus aurait pu faire pour échapper à cette torture psychologique, il nous laisse une leçon. Même au fond du gouffre, il reste une étincelle de résistance, une étincelle de volonté. La résistance de Sporus ne s'est pas manifestée immédiatement, mais dans des moments de lucidité. Dans son agonie, il a tenté de s'échapper physiquement, résistant à son destin de la seule manière possible. La question qui se pose alors est la suivante. Jusqu'où pouvons-nous résister lorsque notre propre identité est détruite? Lorsque nous examinons les enseignements des grands philosophes, nous sommes confrontés à des idées qui continuent de résonner à travers les siècles. Mais et si, au lieu de simplement admirer leurs paroles, nous commencions à nous interroger de manière plus profonde et plus personnelle sur ce que ces idées signifient réellement pour nous, aujourd'hui, en 2025? Comment pouvons-nous appliquer leur sagesse dans un monde si différent, mais en même temps si similaire à celui dans lequel ils vivaient? Réfléchissons donc à un philosophe qui, plutôt que de simplement nous apprendre à penser, nous met au défi de vivre de manière transformatrice. Le philosophe en question ne se contente pas de donner des conseils tout faits, il nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes, nous obligeant à affronter ce que nous sommes vraiment. L'un des aspects les plus profonds de la pensée de ce philosophe est sa vision de la dualité humaine. Il estime que la nature humaine est essentiellement contradictoire. Dans un monde où nous recherchons constamment des réponses simples, il nous rappelle que la véritable sagesse vient de la reconnaissance de la complexité de l'être humain. Qu'est-ce qui serait le plus difficile? Accepter les parties de nous-mêmes que nous ne pouvons pas contrôler ou lutter contre notre propre nature. Comment gérez-vous vos contradictions internes? Ici, le philosophe nous invite non seulement à observer notre ombre, mais aussi à l'accepter comme faisant partie de notre totalité. Que ressentez-vous lorsque vous imaginez que, pour atteindre la véritable liberté intérieure, vous devez d'abord accepter les parties de vous-même que vous craignez le plus? À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment accepté vos défauts, sans justification ni excuse, mais comme un point de départ pour évoluer? Si vous vous demandez en quoi cela concerne votre vie quotidienne, la réponse est simple, en tout. Nous sommes toujours en quête de contrôle, de perfection, de conformité à une version idéalisée de nous-mêmes. Mais le philosophe nous rappelle que cet effort pour cacher ou nier nos aspects imparfaits est non seulement inutile, mais même contre-productif. Vous sentez-vous prisonnier de cette quête constante de la perfection? Avez-vous déjà pensé que votre plus grande force et votre plus grande liberté se trouvent peut-être précisément là où vous vous sentez le plus vulnérable? À travers ces idées, le philosophe nous invite à réfléchir au pouvoir que nous avons de façonner nos vies, mais aussi à la responsabilité qui accompagne ce pouvoir.
Il suggère qu'en comprenant et en acceptant nos faiblesses, nous pouvons trouver une nouvelle forme de force. Cela implique un changement de perspective. Ce que vous considérez comme une faiblesse peut en réalité être l'un de vos plus grands atouts lorsqu'il est transformé de l'intérieur. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vos difficultés pourraient être des sources de sagesse? Et si, au lieu de les fuir, vous vous permettiez de ressentir profondément la douleur, l'insécurité et la fragilité? Examinons maintenant un autre aspect fondamental de cette philosophie, l'idée que la véritable liberté ne vient pas de l'absence de restrictions, mais de la reconnaissance que nous sommes, par essence, libres de choisir comment réagir à ce qui nous arrive. Quelle est votre réaction lorsque vous êtes confronté à des situations qui semblent hors de votre contrôle? Avez-vous déjà remarqué que, dans les moments de crise, le choix de la manière de réagir peut être la véritable clé de la liberté? Le philosophe propose que, en acceptant les limites de la vie, nous acceptons également notre capacité à choisir comment nous y rapportons. C'est intéressant, n'est-ce pas? Car la véritable liberté réside dans la manière dont nous décidons d'interpréter les événements qui nous entourent. Avez-vous déjà vécu un moment dans votre vie où, en changeant votre perspective sur un problème, tout a changé? Cela peut être un petit détail, mais un changement de mentalité peut faire toute la différence. Et le philosophe nous le rappelle, nous ne sommes pas prisonniers des circonstances, mais de nos propres jugements à leur sujet. Vous considérez-vous libre de choisir comment réagir aux difficultés que vous rencontrez? Je vous invite à réfléchir à cela dans les commentaires. Avez-vous déjà pensé à la façon dont votre perception des obstacles peut transformer votre réalité? Donnez votre avis ci-dessous et partagez vos expériences. Le philosophe en question, dont l'esprit pénétrant a défié les conventions de son époque et de toutes les époques, n'a pas seulement écrit sur la nature humaine, il nous a invités à la vivre dans toute sa complexité. Sa vision n'était pas celle d'un monde linéaire, où les réponses sont simples et les chemins prévisibles. Au contraire, il voyait la vie comme une toile complexe, où les fils du destin s'entremêlent de manière imprévisible et où la véritable sagesse consiste à accepter le chaos comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Sa vision de la souffrance humaine, par exemple, est l'une des plus troublantes et transformatrices que l'on puisse trouver chez un philosophe. Il croyait qu'au lieu de fuir la douleur, nous devrions l'accepter comme une partie essentielle de notre croissance. Et cette vision va bien au-delà de la simple acceptation de la souffrance. Il affirmait que c'est en affrontant nos plus grandes angoisses que nous trouvons la véritable libération. Il n'est pas difficile de voir comment cela résonne dans la vie quotidienne. Combien de fois cherchons-nous à fuir nos émotions, nos pertes, notre fragilité? Quand un être cher nous abandonne, quand la vie nous impose des limites, quelle est notre réaction? Fuyons-nous ou affrontons-nous la réalité? Le philosophe nous pose la question suivante. Si nous affrontions nos plus grandes douleurs, pourrions-nous en sortir plus forts, plus authentiques et plus libres? Il croyait que la douleur était le germe de notre véritable force. Il existe une histoire peu connue qui illustre de manière cruelle et sublime l'application pratique de cette pensée. L'un de ses disciples, qui avait été marqué dans sa jeunesse par un profond traumatisme d'abandon, a passé des années à essayer de se libérer de la douleur de son enfance. Il se considérait comme une victime, et ses actions étaient façonnées par cette mentalité. Lorsque le philosophe le rencontra, il le mit au défi d'affronter la douleur directement, sans subterfuge, sans essayer de se cacher derrière de faux espoirs ou des plaisirs temporaires. Le disciple, réticent, décida de suivre le conseil de son maître. Dans un geste symbolique, il est retourné sur les lieux de son enfance, où il avait été rejeté, et a affronté ses peurs, ses souvenirs. Au moment où il a cessé de se cacher de sa douleur et l'a regardé en face, quelque chose a changé en lui. Il n'a pas seulement surmonté la douleur, il a transformé cette expérience en une source de puissance intérieure. Cela ne l'a pas affaibli, mais l'a rendu plus complet. À partir de ce moment, il n'était plus esclave de la souffrance, mais maître de sa propre histoire. Cette histoire nous amène à nous poser une question fondamentale. Combien d'entre nous choisissent inconsciemment de fuir la douleur plutôt que de l'affronter? Le philosophe nous rappelle que notre véritable liberté ne réside pas dans le fait d'éviter la souffrance, mais dans le fait d'apprendre à danser avec elle. C'est dans cet acte d'acceptation, où la douleur cesse d'être une ennemie pour devenir un professeur, que nous découvrons notre véritable force. Mais ce ne sont pas seulement les moments de souffrance qui révèlent le pouvoir du philosophe dans nos vies. Il avait une vision tout aussi puissante du pouvoir de l'ego et de l'illusion de l'autosuffisance. Il croyait que l'ego humain, avec sa quête constante de reconnaissance et de validation extérieure,
était la plus grande prison qui soit. Curieusement, il enseignait également qu'en reconnaissant que nous ne sommes pas le centre de l'univers, nous trouvons la véritable liberté. Dans sa propre vie, il a souffert de cette lutte interne entre l'ego et la véritable nature de l'être. Son histoire de dépassement de soi est l'une des plus émouvantes. Dans l'un de ses écrits les plus connus, il décrit le moment où il a été confronté à sa propre vanité. Au cours d'un voyage, il a rencontré un ami de longue date, un homme simple mais profondément sage. L'ami, ignorant les luttes internes du philosophe, a fait une remarque désinvolte sur la façon dont le philosophe se comportait devant les autres. Il lui dit quelque chose comme « Tu as été un bon maître pour les autres, mais toi, qu'as-tu fait pour toi-même » Ces mots simples et directs ont profondément affecté le philosophe, qui s'est vu démasqué, confronté à sa propre prétention. Il s'est rendu compte que même s'il se considérait comme un grand penseur, sa quête de reconnaissance et sa vanité l'empêchèrent d'atteindre la véritable sagesse. Ce moment de lucidité a été le point de départ de la transformation intérieure du philosophe. Il a abandonné les grands palais et les cercles du pouvoir pour mener une vie simple et réfléchie. C'est en se débarrassant de son ego qu'il a découvert une vérité simple mais profonde. La véritable grandeur ne réside pas dans le fait d'être reconnu, mais dans le fait de reconnaître les limites humaines et d'apprendre à vivre avec elles. Cette histoire nous interpelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour abandonner les armures que nous utilisons pour protéger notre ego? Combien de fois vous êtes-vous surpris à agir de manière à obtenir l'approbation ou la reconnaissance? Que se passe-t-il lorsque nous abandonnons enfin ce besoin d'être vus et que nous commençons à agir uniquement au nom de notre vérité intérieure? Selon les dernières recherches sur l'impact psychologique de l'ego, la recherche constante de validation externe est directement liée à l'anxiété et au stress dans notre société moderne. Des études montrent que l'augmentation de l'exposition sur les réseaux sociaux est en train de créer une génération d'individus qui se définissent de plus en plus par ce que les autres pensent d'eux. Le philosophe, qui a vécu dans un contexte complètement différent, nous mettait déjà en garde contre les dangers de ce piège. Ce qu'il nous a laissé en héritage et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est que la véritable liberté ne s'obtient que lorsque nous parvenons à nous détacher du besoin d'être vus. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont cette quête de validation façonne vos décisions, vos actions et même votre bonheur? La libération, comme nous l'enseigne le philosophe, ne consiste pas à être accepté par le monde, mais à s'accepter soi-même, avec toutes ses failles et ses complexités. Tout au long de notre parcours jusqu'ici, nous avons emprunté un chemin profond qui nous invite à confronter notre propre humanité. D'un côté, nous trouvons l'idée que la douleur et la souffrance, souvent considérées comme nos plus grands ennemis, peuvent être transformées en source de pouvoir et de croissance. Le philosophe nous enseigne qu'au lieu de fuir la douleur, nous devons l'accepter, la comprendre et surtout en tirer des leçons. Ce concept n'est pas facile à accepter, surtout dans un monde où nous recherchons sans cesse le confort et le plaisir. Cependant, la sagesse du philosophe nous met au défi de considérer nos blessures non pas comme des faiblesses, mais comme des points de départ pour notre véritable transformation. L'histoire de Sporus que nous avons évoquée au début est une illustration cruelle de la façon dont la douleur physique et psychologique peut être utilisée pour façonner la vie d'une personne, mais elle reflète également la manière dont nous-mêmes, de manière plus subtile, pouvons être façonnés par nos expériences et nos souffrances. Combien d'entre nous, souvent sans s'en rendre compte, se laissent définir par la douleur, la perte ou la lutte contre leur propre vulnérabilité? Le philosophe nous invite à considérer ces moments sous un angle nouveau. Nous ne sommes pas victimes de la douleur, mais nous pouvons en être les maîtres. La souffrance est inévitable, mais c'est notre réaction face à elle qui définit réellement qui nous sommes. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont votre propre douleur a façonné votre identité? Quels aspects de votre vie ont été forgés dans le feu de la souffrance, mais qui, avec le temps, sont devenus des sources de force intérieure? La vérité est qu'en considérant nos expériences avec honnêteté et acceptation, nous pouvons libérer un pouvoir profond qui ne vient pas de la perfection, mais de la compréhension et de l'acceptation de notre propre imperfection. Le philosophe nous parle également de l'ego et de la façon dont il nous emprisonne dans une prison invisible, où la recherche de reconnaissance et de validation nous empêche de vivre une vie authentique. Combien de fois recherchons-nous l'approbation, non pas pour ce que nous sommes vraiment, mais pour une version idéalisée de nous-mêmes? Et qui gagnons-nous?
Il nous enseigne que la véritable liberté consiste à se détacher du besoin d'être reconnu, vu et accepté par les autres. C'est dans l'humilité de reconnaître notre humanité, avec toutes nos faiblesses et nos qualités, que nous trouvons la véritable grandeur. Que serions-nous si, au lieu de rechercher les applaudissements des autres, nous décidions de vivre selon notre propre vérité, indépendamment des attentes extérieures? La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment pouvons-nous appliquer ces puissantes leçons dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous affronter nos douleurs et nos fragilités avec courage, tout en nous libérant des chaînes de l'ego qui nous consument tant? Le philosophe ne laisse pas ces questions sans réponse. Il nous guide vers un chemin de connaissance profonde de soi, où la première étape consiste à cesser de fuir notre propre personne et notre vérité. Il nous met au défi de cesser de rechercher des solutions faciles et de commencer à rechercher la véritable transformation, qui exige un travail ardu, mais profondément gratifiant, de découverte de soi et d'acceptation. Vous sentez-vous prêt à franchir ce pas, à commencer à regarder en vous-même et à affronter ce que vous avez évité pendant si longtemps? La transformation commence lorsque nous acceptons que nous sommes à la fois des êtres imparfaits et puissants, fragiles et résilients. Il n'y a pas de chemin sans douleur, mais il n'y a pas non plus de chemin sans possibilité de croissance. Comment pouvez-vous utiliser vos difficultés et vos défis pour devenir une version plus authentique de vous-même? Quel domaine de votre vie nécessite cette acceptation, ce courage d'être qui vous êtes vraiment, sans avoir besoin de vous cacher derrière une façade? En fin de compte, ce que le philosophe nous propose, c'est un voyage de reconnexion avec soi-même, où les parties qui étaient auparavant considérées comme faibles ou indésirables deviennent les fondements de notre force. Et que feriez-vous si vous saviez qu'en acceptant vos zones d'ombre, vous découvririez une source illimitée de pouvoir personnel et de liberté? La philosophie que nous avons explorée jusqu'à présent n'est pas une simple collection de concepts abstraits. Elle est en fait une invitation à une transformation radicale. Une invitation à changer notre façon de voir le monde, les autres et, surtout, nous-mêmes. Le philosophe que nous suivons nous enseigne que le véritable changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Mais comment pouvons-nous appliquer ces enseignements de manière pratique dans nos vies afin qu'ils fassent vraiment la différence? La première étape consiste à comprendre que la vie ne sera plus la même après avoir réfléchi à nos propres limites et à notre potentiel. Le philosophe nous enseigne que ce n'est qu'en acceptant nos défauts et nos imperfections que nous pouvons commencer à vivre de manière authentique. Mais cela ne signifie pas résignation ou passivité. Il nous met au défi de voir nos faiblesses, non pas comme des faiblesses, mais comme des points de départ pour évoluer. À partir du moment où nous acceptons qui nous sommes, avec tous nos défauts, nous commençons à libérer une force qui était auparavant emprisonnée. Lorsque vous cesserez par exemple d'essayer de cacher vos insécurités, vous vous rendrez compte que ces mêmes insécurités peuvent être la clé d'une connaissance de soi plus profonde. Au lieu de les combattre, vous pouvez les utiliser comme carburant pour grandir. Mais comment faire cela au quotidien? Tout d'abord, il est important de cesser de se demander d'être parfait. Beaucoup d'entre nous portent le poids d'attentes irréalistes, alimentées par une société qui nous dit constamment que nous devons être plus, faire plus, avoir plus. Le philosophe suggère que la plus grande erreur est d'essayer d'atteindre un idéal de perfection qui, en réalité, nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Cessez de vous comparer aux autres. Cessez de vous mesurer à des normes externes. La véritable mesure du succès est de vivre honnêtement selon vos propres valeurs, sans vous soucier de ce que le monde attend de vous. Avez-vous déjà pensé que ce dont vous avez peut-être le plus besoin aujourd'hui, c'est le courage d'être imparfait, d'échouer et d'apprendre de ses erreurs? Accepter cette imperfection, sans culpabilité ni honte, est un pas important vers la véritable liberté intérieure. La deuxième leçon pratique vient de l'idée que la douleur n'est pas quelque chose à éviter, mais plutôt une opportunité de croissance. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout dans un monde où tout le monde recherche le bonheur et le plaisir à tout prix. Mais en y réfléchissant plus profondément, nous voyons que ce sont souvent les moments les plus douloureux qui nous forgent, qui nous enseignent les leçons les plus précieuses. Le philosophe nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les événements de la vie, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à ceux-ci. Lorsqu'une difficulté survient dans votre vie, au lieu de désespérer ou de vous victimiser, demandez-vous « Que peut m'apprendre cette situation ?» En changeant votre perspective de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à « Que puis-je apprendre de cela ?» vous transformez toute adversité en opportunité de croissance. Comment pouvons-nous appliquer cela dans la pratique?
Commencez par réfléchir aux défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Au lieu de chercher des moyens de les éviter, demandez-vous « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre sur moi-même » Peut-être traversez-vous une période difficile au travail, dans vos relations, ou même avec votre santé. Au lieu de vous rebeller contre la situation, arrêtez-vous et regardez-la sous un nouvel angle. Demandez-vous où vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, où vous pouvez grandir et devenir plus fort. La douleur, lorsqu'elle est affrontée de front, se transforme en sagesse. Et c'est exactement ce que le philosophe nous enseigne. Il n'y a pas d'apprentissage sans douleur. La troisième leçon pratique que nous pouvons tirer de cette philosophie concerne notre ego. Le philosophe nous met au défi de vivre, non pas pour plaire aux autres, mais pour être fidèle à notre véritable essence. Cela ne signifie pas être égoïste, mais plutôt apprendre à ne pas dépendre de l'approbation extérieure pour nous sentir validés. Lorsque vous cesserez de rechercher constamment la validation des autres, vous commencerez à réaliser que votre véritable force vient de l'intérieur. Vous avez le pouvoir de définir votre propre valeur, et cela est libérateur. Comment faire cela dans la pratique? Au lieu de rechercher sans cesse la reconnaissance des autres, recherchez d'abord votre propre validation. Demandez-vous, suis-je fidèle à qui je suis vraiment? Cela ne signifie pas que vous devez ignorer l'opinion des autres, mais que votre véritable source de force ne doit pas en dépendre. Lorsque vous commencez à vivre selon vos propres valeurs, et non selon celles imposées par la société, vous devenez immunisé contre la validation extérieure et trouvez une paix qui vient de l'intérieur. Enfin, la dernière application pratique que le philosophe nous laisse concerne la liberté. Mais pas la liberté de faire ce que nous voulons, sans responsabilité, mais la liberté d'être qui nous sommes vraiment, sans crainte du jugement ou de la critique. Lorsque vous vivez sans vous soucier de ce que les autres pensent, lorsque vous agissez selon votre propre vérité, vous faites l'expérience d'une véritable liberté. Cela est particulièrement puissant dans un monde où les gens sont constamment poussés à se conformer à des modèles prédéterminés. Que diriez-vous de dresser aujourd'hui une liste des choses que vous avez toujours voulu faire, mais que la peur du jugement vous a empêché de faire? À quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à agir selon vos propres désirs et non selon les désirs ou les attentes des autres? C'est la véritable liberté que nous enseigne le philosophe. Il nous invite à briser les chaînes invisibles qui nous emprisonnent. À vous de jouer. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons de manière pratique dans votre vie? Si vous sentez que ce contenu vous a profondément touché, ne laissez pas ces réflexions rester seulement dans votre tête. Appliquez-les. Faites le premier pas pour vous libérer des chaînes de l'ego, de la douleur et de la validation extérieure. La vie est trop courte pour la vivre en fonction des attentes des autres. Vivez votre vérité. Si cette philosophie vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos expériences dans les commentaires.